Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour cet enregistrement en public du podcast Paroles d'Histoire au magnifique festival Longueur d'onde à Brest, que je remercie pour l'organisation de cette séance. Je suis André Loez, historien, professeur d'histoire, et Paroles d'Histoire, c'est le podcast hebdomadaire que j'anime depuis 2018, avec un peu plus de 350 épisodes qui sont en ligne sur les différents portails. On peut écouter des podcasts sur YouTube également, un podcast sur toutes les périodes, sur des choses qui peuvent être très pointues en historiographie, ou très grand public, pour parler de films historiques par exemple. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est paru il y a peu de temps. J'ai le grand plaisir d'être avec Laurent Le Gall, bonjour. Bonjour. Qui est professeur d'histoire à côté d'ici, à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Manaïk Thomas, bonjour. Bonjour. Professeur, maîtresse de conférences en littérature à la même université, qui signent donc tous les deux un petit livre, Tradition. Dans cette collection, dont je dis un petit mot avant de lancer la discussion, c'est la collection Le mot est faible aux éditions Anamosa. Alors d'abord, Anamosa, c'est une très belle maison d'édition indépendante, et donc on aime bien encourager ces démarches parce qu'elle fait vraiment des très beaux livres. Et dans cette maison d'édition, il y a une collection, donc Le mot est faible, avec 26 tomes aujourd'hui, qui sont des petits ouvrages d'une centaine de pages, dont l'idée est de retravailler un mot qui pourrait être vidé de son sens tellement il a été employé. Démocratie, mérite, révolution, récemment il y a eu émeute, je crois, et avec des regards de chercheuses, de chercheurs notamment, pour essayer de redonner du sens ou de retrouver la complexité des sens de ces mots. Et du coup, très naturellement, je me tourne vers vous pour vous demander qu'est-ce qui vous a amené à vous emparer de ce mot tradition pour cette collection ? Ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire dans la présentation de la collection. Le mot tradition, en fait, on se rend compte qu'il est partout dans la vie quotidienne. Voilà. En fait, on le croise extrêmement régulièrement. Et comme vous avez dit, finalement, ce sont des mots qui sont soit... alors, le mot tradition devient soit très, très polysémique, soit complètement vidé de son sens. C'est-à-dire, on ne sait plus très bien ce à quoi on fait référence. En tout cas, il y a une sorte d'idées communes où on se dit, voilà, ça c'est la tradition, c'est deux traditions. Et voilà, ce qu'on cherchait vraiment à comprendre, c'était les différents sens de ce mot, mais aussi tout ce qu'on peut dire des différents usages qui sont faits de ce terme, que ce soit dans la langue... vraiment dans la langue ordinaire, mais aussi dans le domaine de la recherche en sciences sociales. Alors on reparlera des usages savants de ce mot, parce qu'il y a tout un historique du concept de tradition chez certains auteurs. Avant cela, Laurent Le Gall et Manaïk Thomas, comment vous en êtes venus à travailler là-dessus ? Parce que vous avez des parcours différents, plutôt l'histoire du vote pour Laurent Le Gall, l'histoire de la littérature, on va parler de la littérature notamment bretonne pour Manaïk Thomas. Donc qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble autour de ce terme ? Alors, tout d'abord, nous sommes des collègues, mais aussi des amis. Donc, je pense que dans le monde universitaire, ça permet de produire des projets collectifs. Et on s'était dit que ce serait bien de travailler sur un mot que l'on croise évidemment dans nos disciplines. En particulier, vous avez fait référence à l'histoire politique. La tradition politique, c'est quelque chose qui existe grosso modo depuis André Siegfried. Lorsque l'on s'intéresse aux comportements électoraux, depuis ce tableau politique de la France de l'Ouest, il y a cette idée qu'il y a des traditions politiques. Oui, pour le dire pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la France du calcaire versus la France du granit. Le granit voterait à droite, donc voilà, ici, il faut le savoir, et ce qui prouve que c'est d'ailleurs peut-être pas entièrement juste, ou en tout cas inchangé depuis le 19e, mais c'était ce qu'il avait posé en première approche au 19e, en disant il y a des traditions politiques et elles s'expliquent dans la longue durée. Exactement, et c'est un livre absolument remarquable. C'est le premier livre qui fait la part belle à l'écologie du vote, comme on dirait aujourd'hui, donc avec un certain nombre de données qu'il croise, et il montre qu'il y a des comportements politiques. Et donc, ça a été énormément repris par toute l'école, on va dire, de sciences politiques. Ça a été repris par René Raymond ultérieurement, avec cette idée qu'il y a trois droites, la droite orléaniste, bonapartiste, légitimiste, et qu'il y aurait comme ça une sorte de martingale qui permettrait d'expliquer des continuités. Donc on croise cela évidemment dans nos études. Et puis, pour ce qui me concerne, j'ai fait une habilitation à diriger des recherches sur les folkloristes, et je pense que je suis complètement passé à côté de mon sujet. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur un groupe qui n'arrivait pas à être un groupe uni, au fond, qui était un groupe qui n'avait pas les lauriers de l'académie, de l'université, qui était confronté à un impérialisme des historiens et puis à une jeune discipline qui était la sociologie. Et en fait, au lieu de réfléchir à l'échec de cette discipline, je n'ai pas réfléchi à ce qui aurait pu être une science de la tradition
et en oubliant ce que François-René Isambert, dans un livre remarquable qui s'appelle La religion populaire, le sens du sacré, avait dit, à savoir que les folkloristes auraient dû soit faire une science de la tradition, soit faire une science du peuple, et qu'ils n'avaient réussi à ne rien faire de tout cela. Je suis complètement passé à côté de ce sujet, donc j'ai eu une vision un peu bourdieusienne, post-bourdieusienne d'un groupe social, et au fond, je pense que 10 ans après, c'est pour ça que je ne l'ai pas publié, je commence à réfléchir à, au fond, pourquoi la République n'a pas admis qu'il pourrait exister une science de la tradition. Et au fond, qu'est-ce qu'une science de la tradition ? Qu'est-ce qu'elle aurait pu être pour envisager ce qu'est, on va dire, l'avers de la modernité, à savoir une façon de penser la subversion du politique par la République. Alors vous avez prononcé le terme qui est l'une des clés pour comprendre la tradition, c'est que l'idée de tradition, elle est en dialogue avec l'idée de modernité. Alors Thomas, de votre côté, comment vous en êtes venu à questionner la tradition, ou qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce terme ? Alors, quand on travaille sur un terrain qui est la Bretagne, que ce soit la langue ou la littérature de langue bretonne, on est toujours confronté à cette notion de tradition, sans qu'elle soit forcément définie soit par les chercheurs eux-mêmes, c'est-à-dire c'est souvent sous le signe de l'évidence, c'est-à-dire on parle comme ça de locuteurs traditionnels, par exemple, du breton, sous le signe de l'évidence, on parle de littérature aussi traditionnelle bretonne, voilà, et sans que finalement, alors il y a, on va avoir dans notamment toute l'histoire du collectage, etc. Il y a des choses quand même qui ont remis en cause cette notion de tradition, c'est-à-dire l'idée que on aurait collecté au 19e des textes qui circulaient de tout temps à l'oral, parce qu'il y a ce rapport aussi bien sûr à l'oral, et sous le signe de l'urgence, au 19e, on vient collecter ces textes, et bien sûr, on vient aussi les toiletter, les adapter, c'est-à-dire qu'on ne va pas les prendre... Ça nécessite, disons, le passage par ces savants en fait qui font du collectage. Donc cette question-là, elle était prégnante dans mes travaux, dans mes recherches, et aussi après dans toute la littérature de langue française qui a trait à la Bretagne, qui parle de la Bretagne. C'est gorgé de cette notion de tradition. Donc l'idée, c'était de se demander pourquoi il y avait cette convocation en fait du passé, cette idée d'établir des permanences constamment entre le passé et le présent. Est-ce que les auteurs eux-mêmes, mais aussi les lecteurs, trouvaient dans ces liens de permanence, alors supposés, réels, voilà ce qu'il faut aussi interroger. Ces liens de permanence, ils peuvent avoir un sens politique, et il m'a semblé en vous lisant qu'un des propos de votre livre était d'arracher le terme ou la notion de tradition, ou en tout cas la réflexion sur la tradition, à une sphère qui serait celle des traditionalistes au sens classique du terme, des nostalgiques du passé, des gens crispés, figés dans des usages anciens. On pense par exemple aux catholiques traditionalistes de Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, qui est cette église où la messe en latin est toujours suivie strictement, et la tradition est un marqueur d'ancrage politique très fort, à droite et à extrême droite. Voilà. Est-ce qu'il y a un enjeu politique pour vous à dire la tradition, ça ne doit pas être identifié seulement à ces usages-là de la tradition, du traditionnalisme ? Oui, je pense que ça reprend un des éléments qui a parcouru aussi le séminaire qu'on a mené et qui nous a permis d'écouter des collègues. Vous faites référence à ce livre. C'est un livre qui est avant tout un compagnonnage intellectuel avec des gens que nous admirons, que nous lisons et avec lesquels nous réfléchissons. En fait, le mot de tradition est aujourd'hui un mot sulfureux, c'est-à-dire que tradition, c'est conservatisme, réaction, donc c'est une politisation qui apparaît sinon comme une politisation à droite, comme une politisation à l'extrême droite. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que jusque dans les années 70, le mot de tradition n'avait pas cette dimension sulfureuse. C'était, on va dire, un des vocabulaires pour parler ne serait-ce que des traditions populaires. Il y avait un musée national des arts et traditions populaires et personne n'y voyait à contredire la dénomination. Sauf qu'à partir des années 1970, il y a d'autres types, on va dire, de sémantiques qui interviennent dans l'espace, le terme de culture, qui reprend à bien des égards des rapports à la tradition. Il y a certains qui pensent que tradition et culture vont de pair, d'autres qui pensent que la tradition ne serait que le résidu ou que la face émergée de la culture. Puis il y a le terme identité qui va évidemment coloniser l'ensemble de l'espace intellectuel au point que la tradition est ravalée à n'être que le prurit, on va dire, d'une droitisation de la sémantique. Et donc il s'agissait pour nous, au fond, de dire que la tradition, c'est un terme qui a aussi une vocation à universaliser un certain nombre de comportements, puisque ce que montrent les anthropologues, c'est que toutes les sociétés vivent avec des traditions. Donc,
qu'on soit pour ou contre la tradition, c'est un fait anthropologique. Alors, comment on s'en empare et comment on est capable de l'effeuiller pour dire que la tradition ne doit pas être laissée uniquement aux traditionalistes, au risque effectivement d'être dans des sociétés qui sont des sociétés donc du traditionalisme. Et c'est quoi le traditionalisme? C'est une théorie de l'action. Eh bien, c'est d'essayer de faire ce travail qui est un travail évidemment d'archéologie du discours au fond. Cette archéologie, on peut peut-être la mener un petit peu ensemble en questionnant notamment les premiers usages ou les usages classiques du mot tradition qui ont longtemps été des usages religieux ou philologiques quand des savants au XIXe siècle établissent des manuscrits en essayant de comparer les différentes versions de tel manuscrit médiéval. Ils disent la tradition nous a légué telle version et la tradition écrite est celle-ci. Autrement dit, c'est un terme qui a un sens technique dans l'Église et puis pour les savants au départ. Oui, alors c'est un terme, quand on prend par exemple la grande encyclopédie, c'est une encyclopédie de savants de la fin du XIXe siècle, quand on prend le Larousse ou le Littré, la tradition, ça renvoie à deux éléments ou à deux compartiments, on va dire, sociaux. Le premier compartiment, c'est le droit, c'est le droit romain, donc la tradition, c'est d'abord la tradition juridique, et ça pose toute une question sur les rapports entre le droit et la coutume au XIXe siècle. Et puis c'est un deuxième élément, un deuxième compartiment, qui est le compartiment de la religion, et en particulier des religions révélées, donc des trois religions, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Avec cette idée que la tradition, c'est d'abord la tradition de l'Église. Alors, c'est quoi la tradition de l'Église? C'est très très complexe. Nous, on n'est pas du tout des exégètes de la Bible, mais il n'empêche qu'on s'est un petit peu intéressé à cela. La tradition pour l'Église, c'est à la fois les communautés croyantes qui, dès le 1er, 2e siècle, par la parole, conféraient ce que disait Maurice Holbach dans la topographie des évangiles en Terre Sainte, qui est un livre remarquable autour de cette archéologie de la tradition. Bon, il y a ces communautés qui sont des communautés de parole. Il y a évidemment le verbe du Christ, mais derrière le verbe du Christ, il y a l'idée d'une garantie par l'Église, par une ecclésiologie de la tradition. Et ça va durer jusqu'au Concile de Trente. Jusqu'au Concile de Trente, le rapport à la tradition, c'est le rapport de l'Église qui garantit en tant qu'institution ce que l'Évangile a dit. À partir du moment où le protestantisme remet en cause sa dimension, on va dire, institutionnelle donc de la tradition, au nom de l'idée qu'il n'y a seulement que l'Écriture, la sola scriptura, qui doit servir de modèle de reconnaissance à la communauté qui est la communauté chrétienne, eh bien ça enfonce un coin évidemment dans le rapport que l'on entretient avec la tradition, et ultérieurement la laïcisation au cours évidemment de la mise en place de la modernité. Alors moi je suis très sensible à l'idée que la modernité c'est à partir de la deuxième partie du XVIIIe siècle, c'est-à-dire désenchantement du monde, laïcisation, rapport à l'individu, complexité des sociétés, etc. À partir du moment où il y a cette laïcisation, le mot de tradition va devenir beaucoup plus pluriel. Manaïk Thomas, est-ce qu'on peut dire que ce mot devenu pluriel, il est effectivement en lien avec des bouleversements, on va dire entre 1750 et 1850, entre la Révolution française et les premières lignes de chemin de fer, quelque chose comme ça, qui est l'irruption d'un autre rapport au monde, d'une accélération du temps, de la nouveauté par beaucoup de côtés. Et du coup, parce que la nouveauté fait son irruption, politique, économique, sociale, eh bien, la tradition devient quelque chose qui sort de ce cadre textuel religieux pour devenir quelque chose qui peut englober plein de facettes sociales. Alors effectivement, c'est dans ce rapport à la modernité que la tradition va aussi prendre ou devenir aussi d'autant plus peut-être une référence ou quelque chose qui va être utilisé. Après, il y a aussi tout un courant qui va faire le grand partage, ou en tout cas entre ces sociétés traditionnelles et ce que seraient les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes, avec l'idée que les sociétés traditionnelles sont dans une forme de cyclicité, de permanence, de reproduction, et à l'inverse, montrer à quel point nous, entre guillemets, nous sommes modernes et donc complètement différents de ce fonctionnement des sociétés. Et puis donc, ça se fige un peu comme ça dans cette dichotomie société traditionnelle, société moderne, qui ensuite va être remise en cause complètement, et ce qui va amener aussi à réfléchir de nouveau à la question de la définition de la tradition. Avec aussi un paradoxe peut-être à la période romantique, dans les années 1820 à 1850 environ, où beaucoup d'écrivains vont valoriser des contes populaires, des dictons populaires, des sources populaires, en disant les traditions vont venir irriguer la création. Et c'est un moment très singulier où on donne une valeur très forte à ce qui auparavant, mettons au grand siècle, pouvait être négligé par la culture savante. Oui, tout à fait. Alors on donne d'autant plus une valeur importante que ça aide aussi à la création des identités, ce qu'on appelle les identités nationales, c'est-à-dire comment est-ce que on va trouver
un certain nombre d'éléments qui vont permettre aux individus de s'identifier à des pratiques traditionnelles, culturelles, à s'identifier à une forme de gastronomie, à des costumes, etc. Et toute cette phase qui a été très très bien décrite par Anne-Marie Thiès va montrer comment est-ce que tout au long du 19e siècle, notamment, va y avoir un mouvement qui c'est aussi intéressant parce que c'est un mouvement transnational, c'est-à-dire qu'à la même période, finalement, chaque nation va essayer de se trouver comme ça ces éléments distinctifs qui vont faire que ils peuvent se différencier en fait des autres. Et ça vaut pour les grandes nations, mais ça vaut également pour la Bretagne, par exemple, où on va aller chercher des traditions populaires, des costumes. Alors, avec cette idée il faut collecter tout cela d'urgence, c'est en train de disparaître, c'est un leitmotiv tout au long du 19e. Et puis, avec ce que montre aussi Anne-Marie Thiès dans ses travaux, qui est vraiment intéressant, c'est comment aussi ces éléments traditionnels se construisent au fil du temps. C'est un peu paradoxal. D'un côté, on dit c'est en train de disparaître, et puis finalement, elle montre qu'au fur et à mesure aussi, tout ce phénomène de collectage, les personnes que les savants vont aller rencontrer pour le collectage savent de mieux en mieux ce qu'ils peuvent montrer, ce qu'ils vont identifier. Ah oui, nous on a cette tradition-là qui est particulière, qui se distingue de celle des autres. Et là, on voit que c'est un mouvement aussi de va-et-vient qui a été très bien décrit par Anne-Marie Thiès. Oui, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'un côté la tradition qui serait pure et les gens qui viennent la découvrir comme on placerait une loupe ou un microscope sur un organisme. Elle se construit parce que des gens la questionnent et du coup, en réaction, voilà, c'est pas un stock existant, la tradition en quelque sorte. Non, c'est ça qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'on ne va pas puiser dans quelque chose qui serait figé, mais au contraire, il y a cette sélection des éléments du passé qu'on va opérer, et ce sont certains éléments qui vont être mis en exergue, mis en évidence comme étant nos traditions nationales. Avec un paradoxe, Laurent Le Gall, vous l'avez dit, vous avez travaillé sur les folkloristes, c'est que c'est très mouvant, mais les gestes et les démarches de ces folkloristes, vous pouvez peut-être nous en dire un mot ou prendre un ou deux exemples, consistent justement par certains côtés à figer cela. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très mouvant et de très vivant, et puis ils vont dire, ça c'est le costume traditionnel breton, c'est la coiffe bigoudaine, ou ça c'est telle chose, et à partir du moment où c'est fixé, d'une certaine manière, on le sort de la tradition, ou alors on en fait une tradition, mais sans la dimension mouvante, vivante du terme. Alors, il faut peut-être faire ici un petit peu d'histoire sociale parce que ça permet effectivement de comprendre comment les folkloristes ont essayé de tenir à distance le peuple. Déjà, c'est qui les folkloristes ? Alors les folkloristes, le terme de folklore naît en 1846 sous la plume d'un bibliothécaire britannique qui s'appelle Tom. Et puis, au fond, le folklorisme, c'est une galaxie européenne. Alors folk, le peuple, ouais. Lore, le récit, le trésor, le savoir. C'est ça, voilà. Donc, le patrimoine du peuple, en quelque sorte. Le patrimoine, on dirait aujourd'hui, les cultures populaires, quoi. Alors c'est une galaxie qui existe grosso modo depuis le début du 19e siècle. Ça va des Grimm jusqu'à Van Gennep. Alors je parlerai de Van Gennep à un moment donné. Et donc tout au long du 19e siècle, on a partout dans les pays européens une volonté de récolter. Alors tu as tout à fait raison de dire ça. C'est-à-dire il y a une ethnologie d'urgence. On va utiliser ce terme souvent dans les années 1970, mais on peut l'appliquer parfaitement au 19e siècle. Et Daniel Fabre, qui est un immense anthropologue et qui a travaillé en particulier sur les savoirs romantiques, disait qu'il y avait cette obsession du paradigme des derniers. Le dernier, c'est l'individu monde. Alors, on va quêter cet individu monde, quitte à en faire un scanner de ce que serait le monde ancien. Le dernier, par exemple, le dernier locuteur breton. Le dernier locuteur. Comme on a eu le dernier poilu, d'ailleurs. Absolument. Avant disparition, il faut sortir tout ce qu'on peut sortir du trésor que ce personnage peut représenter. Absolument. Et il y a toujours un dernier, au fond. Donc, mais ce paradigme-là a animé cette galaxie folkloriste. Alors, le folklorisme, à partir des années 1880, va essayer de s'institutionnaliser en France, et pour un certain nombre de raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici, il ne va pas le faire. Ça va donc devenir une sorte de savoir valétudinaire, qui va irriguer l'ensemble de la production éditoriale de ce qu'on appelle la littérature de terroir. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de savoir qui sont ces folkloristes. Ce sont généralement des bourgeois, petites bourgeoisies intellectuelles, ascendantes. Il y a grosso modo 1000 folkloristes ou des gens qui font du folklore
du folklorisme à temps plus ou moins incomplet en 1900. Et ces gens-là sont fascinés, en fait, par l'idée de l'ancienneté. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, la modernité, c'est en fait ce que dit très bien François Hartog, un nouveau régime d'historicité, c'est-à-dire une inadéquation entre le passé, le présent et le futur. Donc, on est obligé d'avoir une sorte de flèche du temps pour se sentir progressiste, pour se sentir moderne. C'est-à-dire que la tradition, c'est le meilleur partenaire de la modernité. Donc, puisque l'on se sent moderne, puisqu'on fait partie de cette bourgeoisie intellectuelle ascensionnelle, puisqu'on est aussi un groupe extrêmement clivé, la tradition, ça sert d'une certaine manière à repousser le monde qui est essentiellement le monde paysan, le monde archaïque ou le monde décolonisé, dans un espace-temps qui n'est pas celui dans lequel on se trouve. Et cette décontemporanéisation, on va dire, des paysans, de la paysannerie, donc des subalternes, permet évidemment à la fois de se sentir différent, d'avoir des rapports de distinction à une culture qui fascine et en même temps que l'on a envie de mettre à distance, et ça permet de créer un groupe homogène autour de cette question-là. Mettre le peuple par écrit, ça a permis à des petits bourgeois intellectuels de se sentir ô combien différents et de se sentir sortis d'une certaine manière de la glèbe dans laquelle ils étaient 2 ou 3 générations auparavant. Cette idée de tradition, elle est un peu plus tard, ou disons fin 19e et aussi début 20e, théorisée, mais d'une manière un peu différente, notamment chez les sociologues et les ethnologues, avec l'idée de société traditionnelle, en disant que voilà, on est dans des sociétés occidentales qui connaissent maintenant les tramways, le vote et l'école obligatoire, mais il existe des sociétés, aussi bien il en a existé en Europe qu'il existe des sociétés en Océanie ou aux Amériques, qui sont des sociétés traditionnelles qui ne connaissent pas ça, et du coup c'est intéressant cette notion de société traditionnelle, parce que il me semble, mais je suis loin de bien maîtriser ces questions, il me semble que c'est une manière de rompre avec l'ancien évolutionnisme un peu fruste qui consiste à dire qu'il y avait des sauvages, puis des barbares, puis des civilisés, et finalement depuis les temps romains on avait un peu cette lecture-là de l'histoire, donc on rompt quand même avec cette idée qu'il y a des barbares, mais on utilise l'idée de société traditionnelle pour dire voilà, tout ce qui n'est pas encore marqué par la modernité, donc c'est des sociétés rurales avec des États qui ne sont pas encore bureaucratiques, et donc les sociologues vont faire émerger cette notion pour caractériser un certain nombre de réalités. Oui, alors on retrouve cela au XXe siècle. Effectivement, une partie de l'anthropologie sociale en France va être fondée sur cette division entre les sociétés traditionnelles et les sociétés qui ne le sont pas. À quoi ça sert de produire ce type de catégorie ? Ça sert effectivement à penser que les sociétés entre guillemets exotiques, puisque c'est comme cela qu'on voit les choses à l'époque, sont des sociétés qui permettent de réfléchir autrement à ce qu'est la production de l'homme social. Ça permet bien évidemment de déshistoriciser un certain nombre de sociétés. C'est Jack Goody qui dit, grosso modo, cette imposition du terme de société traditionnelle, ça a été une partie du vol de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait un curseur qui était le curseur progressiste, le curseur, on va dire, de cette société qui est la société des transports, de la mobilité, des transferts culturels, on allait regarder ce qui se passait dans des groupes considérés comme homogènes, on dirait aujourd'hui des groupes non contactés, pour essayer de comprendre comment on passe d'un stade à un autre. Donc il y a aussi un rapport qui est un rapport profondément ancré à l'idée d'une forme de primitivisme dont on pourrait dire qu'il y a structurellement quelque chose qui fait que nous sommes des hommes différents, même si nous appartenons à la même espèce humaine. Et ça, c'est très très important dans l'anthropologie, en particulier des années 50, 60, 70, avec la réplique sur les sociétés qui sont les sociétés ensuite européennes. C'est-à-dire que les sociétés traditionnelles qu'on va explorer, on va dire, en Afrique, essentiellement pour les anthropologues français, on va les répliquer ultérieurement sur les sociétés européennes pour voir qui sont les traditionnels de nos sociétés modernes. Et ça pose évidemment un certain nombre de biais puisqu'on n'est pas capable de comprendre que toute société est formée de contemporanéités incertaines. Que toute société, au fond, a ses traditions. Donc, du coup, dire qu'une société traditionnelle, par opposition à la nôtre en 2025, c'est ne pas voir qu'en 2025, il y a des traditions, mais qui ne sont pas du même ordre que les traditions des sociétés rurales, qui n'avaient pas le même rapport que nous au temps, etc. Mais alors, si, je me fais un peu l'avocat du diable, qu'est-ce qu'on utilise alors comme concept pour désigner des sociétés objectivement différentes dans leur structure, dans leur mode de vie, très rural, pré-état bureaucratique, on dit quoi ? Société pré-moderne ? Qu'est-ce qui marcherait ? Pour effectivement ne pas les reléguer du côté de la tradition, si on comprend bien que la tradition elle est plus polysémique et plus dynamique, alors qu'est-ce qu'on dit ?
Ça, c'est une grande question. C'est la question que pose la sociologie pragmatiste, en particulier. Je pense à Elisabeth Claverie, qui était venue dans un de nos séminaires, qui disait que pour bien réfléchir sur la croyance, il ne fallait pas interroger donc les apparitions à Medjugorje, alors c'était en Bosnie-Herzégovine dans mon souvenir, en parlant et en employant le terme de croyance. Donc peut-être que, d'une certaine manière, il s'agit, avant de qualifier, de trouver quelque chose de définitif, il s'agit d'essayer de comprendre, au fond, que derrière tout mot, il y a une possibilité de trouver une sorte de contre-ordre, parce que la tradition, comme n'importe quel mot, c'est à la fois évidemment un objet de qualification, mais c'est aussi un objet normatif. Et le problème avec la tradition, c'est que les utilisations de la tradition font que c'est un objet normatif. C'est un objet qui est un objet conventionnel. Donc moi, j'aurais tendance à penser que toutes les sociétés étant traditionnelles, on va dire, pas par essence, parce que je n'aime pas ce terme-là, mais étant traditionnelles parce que la tradition est un élément anthropologique, on va dire, de nos sociétés, autant ne peut-être pas utiliser ce terme-là, mais utiliser une science de la tradition pour permettre de requalifier ce que sont ces sociétés-là. Manek Thomas, dans votre livre, il y a également toute une réflexion sur la tradition et son jumeau et antonyme, la modernité, mais qui sont dans ce rapport dialectique, dialogique très intense, mais aussi d'autres mots qui peuvent lui être apparentés, mais qui sont distincts. Est-ce qu'on peut, avec vous, peut-être évoquer la coutume, le rite, l'habitude, qui sont liés à la tradition, qui peuvent être dans le même champ sémantique, sans être évidemment tout à fait identiques? Oui, là, c'est effectivement, comme Laurent vient de dire aussi, ça nécessite de bien se mettre d'accord sur les définitions et de ce qu'on entend par ces mots qui sont effectivement dans un champ sémantique assez proche. Avec l'idée de la tradition, en tout cas, il y a la notion aussi c'est pas que ce qui se transmet, mais c'est aussi ce qui se transmet avec une valeur qui va en fait avec ce qui se transmet. C'est pas uniquement ce qui est routinier et ce qui va se transmettre de manière. Et se brosser les dents n'est pas forcément une tradition. Voilà, n'est pas forcément une tradition. Il y a aussi la valeur que voilà. Donc c'est en cela que ça nécessite aussi de vraiment bien la définir par rapport à des termes proches. Et puis il y a autre chose aussi dont on n'a pas encore parlé dans la complexité de la définition de la tradition, c'est à partir du moment où certains chercheurs vont aussi remettre en cause ce qui est perçu comme des traditions, avec des formules un peu choc comme celles qu'on connaît et dont on a déjà pu parler, mais l'invention de la tradition, par exemple. Peut-être que comme tout le monde ne connaît pas, je vous propose qu'on dise un mot de ce moment qui est 1980, si je ne me trompe pas, le livre de Eric Hobsbawm et Terence Ranger, The Invention of Tradition, qui est un livre qui a été très marquant dans l'historiographie. Quelle est la démarche des auteurs? Pourquoi ça a été marquant? Alors la démarche des auteurs, ça va être d'identifier des pratiques qui sont perçues comme traditionnel, c'est-à-dire avec cette idée de permanence, de quelque chose d'ancestral qui se reproduit depuis toujours. Oui, de mémoire, sur la couverture du livre, il y a un kilt écossais, c'est un des exemples qu'ils prennent, voilà. Le kilt qui serait le symbole traditionnel de l'Écosse, et en fait, on peut questionner. Comme si c'était vraiment le costume ancestral, et puis qui viendrait qui permettrait d'identifier différentes tribus écossaises, les clans, etc. Donc ils reviennent sur cette idée-là pour montrer que finalement, ce qu'on imagine comme étant un costume ancestral est finalement beaucoup plus récent qu'on ne pense, pardon. Ou en tout cas, la manière dont ce costume est interprété est beaucoup plus récent qu'on ne le pense. Et donc ils prennent comme ça. Souvent lié, si je me permets, est souvent lié au moment que décrivait Laurent Le Gall de cette saisie en urgence de choses dont on pense qu'elles sont en train de disparaître. Et du coup, souvent, au XIXe siècle, on fige des choses dont on dit qu'elles sont traditionnelles, alors qu'en fait, elles peuvent être relativement récentes à l'échelle historique. Oui, tout à fait. Et c'est aussi une manière de montrer à quel point l'Écosse est celtique, en fait. Et il y a cette idée avec le kilt. On va aussi vraiment bien, disons que c'est aussi, ça sert aussi à montrer à quel point l'Écosse est celtique et se distingue en cela à la fois de l'Angleterre ou de l'Irlande, etc. Donc il y a aussi tous les rituels autour de la couronne d'Angleterre, etc. Donc voilà. Donc ils expliquent que finalement, ce qui peut être perçu comme ça, comme des traditions ancestrales, en réalité, peuvent être parfois très très récentes. Et ce qu'ils montrent bien, c'est que c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas tout autant efficaces en fait. C'est-à-dire ça sert aussi, ça a la même fonction finalement, même si c'est pas aussi ancien, ça sert tout autant à fonder le groupe, une tradition n'a pas besoin d'être traditionnelle. Finalement, il montre que ça marche très très bien aussi de cette manière-là. Et ces chercheurs-là vont avoir
bien sûr, ça va remettre en cause cette approche vraiment constructiviste de la tradition, va remettre en cause tout ce qui a pu être dit sur la tradition, va aussi faire que ça va devenir un terme un peu suspect, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'utiliser tradition? Est-ce que c'est vraiment traditionnel? Est-ce que c'est ancien? Enfin, ça va obliger aussi d'autres chercheurs à s'interroger sur ce terme-là. Parfois, certains, parce que ce livre est aussi s'appuie avant tout sur un séminaire qu'on avait organisé à l'Université de Brest. Et certains chercheurs nous ont dit que finalement, quelque part, ils s'interdisaient, ou ils s'étaient interdits dans leurs études d'utiliser tradition, parce que suite à ce livre-là, mais à d'autres ouvrages du même genre qui remettaient en cause cette définition-là, ils s'interdisaient quelque part à utiliser ce terme parce que c'était un peu trop, pas suffisamment défini, ou alors ça c'était une forme de naïveté, ça peut être perçu comme une forme de naïveté, enfin, etc. Et donc ça montre aussi que l'utilisation du terme tradition dans les sciences sociales a à voir aussi avec des moments comme ça importants où ça revient sur le devant de la scène, où c'est défini d'une autre manière et où ça va avoir des conséquences par la suite. Et donc souvent avec ces formules un peu choc qui font que ça va. Et ce que disaient aussi ces anthropologues, je pense notamment à Gilles Laferté, et puis c'était aussi Nicolas Mariot qui nous avait dit ça, c'est que ça posait aussi la question du rapport aux enquêtés. Et Nicolas Adel aussi nous parlait de ça, c'est-à-dire que si des anthropologues vont sur le terrain et puis discutent avec leurs informateurs et leur disent mais en gros tout ce que vous pensez, tout ce que vous qualifiez de tradition, finalement c'est pas ancien, c'est nouveau, ça c'est construit, c'est fabriqué. Alors, d'une part, ça met aussi le chercheur en surplomb par rapport à ses enquêtés. Et puis, c'est aussi croire que, sans doute, les enquêtés sont beaucoup plus naïfs qu'on ne pense. C'est-à-dire, souvent, ils sont aussi très conscients que ce qu'ils perçoivent comme des traditions, ce sont aussi des choses qui se sont transformées, qui ont évolué au fil du temps. Et voilà, ce mouvement constructiviste, finalement, a aussi remis en cause pas mal de recherches et a demandé aux chercheurs d'aller un petit peu plus loin, justement, comme disait Laurent, pour savoir est-ce qu'on continue d'utiliser ça ou est-ce qu'on l'abandonne finalement? Alors Laurent Le Gall, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on abandonne? Moi, je pense qu'on a... C'est une question complexe, là. Je pense qu'il faut l'utiliser, voilà. Il faut l'utiliser, mais comme d'habitude, il faut l'utiliser non pas de façon relâchée, tout en ayant bien à l'esprit que ce mot est chargé d'un certain nombre de connotations qui sont des connotations politiques, mais je pense que ce terme est intéressant à condition qu'il renvoie à ce que Jean Pouillon disait. On l'a pas cité, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur ce qu'était la tradition. La tradition, c'est une rétroprojection, c'est-à-dire que ce sont les fils qui inventent les pères, c'est-à-dire ce sont les fils qui inventent les ancêtres, et que la tradition, c'est une forme de réassurance au présent de ce que le passé peut vous donner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, on va dire, des modes de filiation, des modes résiduels, des modes d'appropriation d'un certain nombre de pratiques. Si on croit quand même un petit peu à la sociologie bourdieusienne, l'habitude, ça quand même renvoie à l'idée que des formes de socialisation font que l'on conserve des éléments dont on n'est même pas conscient et qui agissent comme des manières de se mouvoir dans l'espace social. Donc je pense que ce terme est tout à fait intéressant, à condition effectivement de le borner pour éviter d'en faire un mot qui ne serait que utilisé par des personnes qui politisent à dessein la tradition pour en faire non pas un objet de réflexion intellectuelle, mais une façon de corseter politiquement le corps social. Voilà, donc à interroger et pas à fétichiser. Je vous propose, pour faire ça justement dans le dernier temps de notre entretien, avant sans doute de prendre des questions avec plaisir s'il y en a, qu'on interroge peut-être quelques cas, quelques objets pour comprendre ce qu'il y a derrière en termes de tradition, ce que veut dire le mot tradition quand on le rapplique. Alors j'ai pensé notamment, en vous lisant, vous le mentionnez un moment, aux traditions du 1er mai. Parce que le 1er mai est un moment très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il y a de multiples traditions. On offre du muguet, mais c'est aussi un jour férié et la fête du travail et des travailleurs. Donc comment comprendre les traditions du 1er mai qui ont une historicité qui n'existait pas en 1800. Donc il y a bien eu un moment où cette tradition a été inventée, où ces traditions ont été inventées, même plusieurs moments. Donc, comment ça marche ? Bon, alors comment ça marche déjà ? Le 1er mai tel qu'on l'imagine, c'est la fête des travailleurs, et non pas la fête du travail. La fête du travail, c'est la fête qui avait été voulue par Vichy, selon, on va dire, la fameuse triade travail, famille, patrie. Donc il s'agissait d'une certaine manière de trouver dans cette fête qui existait depuis 1890, il s'agissait de trouver un paravent à une fête qui était une fête
né à gauche. Voilà, c'était la fête du travail sans les travailleurs et sans le conflit social. Absolument. Donc, il s'agissait effectivement d'utiliser quelque chose qui était désormais vécu comme une tradition, puisqu'à partir de 1890, dans le cadre de la Deuxième Internationale, les mouvements ouvriers avaient décidé de fêter la fête des travailleurs, qui était d'abord une fête pour l'obtention de la journée des 8 heures, à partir donc de 1890. Et cette fête avait été entachée dès 1891 en France par le massacre de Fourmies, où un certain nombre, on va dire, de manifestants. Alors à l'époque, on ne parle pas vraiment encore de manifestants parce qu'il n'y a pas de stabilisation, comme le montre très bien Daniel Tartakovsky, de la manifestation, mais des ouvriers, des ouvrières dans le Nord, à Fourmies, avaient protesté, avaient utilisé cette journée-là pour effectivement faire valoir leurs droits. Oui, parce que c'était pas légal de ne pas travailler. Absolument. Le 1er mai. Et donc le fait de ne pas travailler n'était pas un droit légal, mais était une lutte, et une lutte qui provoquait des violences. Absolument. Et donc il y avait eu, dans mon souvenir, 9 morts. Donc tout ça joue évidemment sur le rapport que l'on entretient avec une histoire qui est une histoire non pas une fête, parce que les anarchistes avaient peur que ce soit une fête, qu'il y ait une dimension ludique, alors que c'était d'abord une dimension qui était une dimension protestataire, mais tout cela, ça sédimente et ça produit effectivement à un moment donné une fête. Alors, à savoir, la question qu'on pourrait se poser, c'est, pour la plupart de nos contemporains, le 1er mai est-il perçu comme une fête, comme un jour chômé, comme un jour où on ne travaille pas, ou comme une tradition ? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Je ne suis pas persuadé que pour beaucoup de gens, le 1er mai est un écho qui soit en lien avec cette idée d'une fête des travailleurs où, on va dire, le prolétariat serait remis à l'honneur. Je pense que c'est plutôt conçu comme un jour férié. Si ça peut tomber un jeudi pour faire un long pont, eh bien, c'est tant mieux. Si on prend un autre objet, et on pourrait rajouter la notion du muguet, justement, que fleur blanche par opposition au rouge, là aussi c'est Vichy sauf erreur qui met ça en avant pour aussi dépolitiser. Bon, tradition. Au départ, c'était l'églantine. Tout à fait, l'églantine rouge remplacée par le muguet blanc pour enlever cette couleur conflictuelle. Si on prend un autre objet dit de tradition, depuis 1993 en France, lorsqu'on va à la boulangerie, on peut demander une baguette de tradition. Alors c'est très frappant que cette baguette de tradition, il ait fallu une loi et une date pour en marquer l'origine. Manaïk Thomas, comment on comprend ça ? Alors la baguette, c'est un sujet passionnant quand on réfléchit à la tradition. C'est notamment l'historien américain Stephen Kaplan qui a beaucoup travaillé sur le pain et qui explique que la baguette, c'est le pain moderne par excellence. Au moment où la baguette est inventée, alors il y a déjà toute une histoire de la baguette qui est justement aussi un peu inventée. C'est-à-dire on se demande, est-ce que ça vient des soldats de Napoléon ? Enfin voilà, il y a tout. Bon, Stephen Kaplan dit non, a priori, c'est le pain moderne du début du XXe siècle où les catégories aisées de la population, les urbains ont envie d'avoir du pain frais à tout moment de la journée et donc ne prennent pas des pains de 1 kg ou 2 kg. Donc c'est le pain moderne qui du coup nécessite une fabrication plus rapide et donc on transforme le levain, ça devient de la levure et puis progressivement au fil du temps on ajoute des additifs et tout ce genre de choses jusqu'à ce que effectivement la profession et puis les professions des boulangers décident de l'instauration de différencier en fait cette baguette devenue industrielle de la baguette de tradition. Et là, on voit aussi que l'État peut être un opérateur de traditionnalisation en fait en instaurant avec ce décret Balladur en 1993 la baguette de tradition. Alors c'est pas fini parce que ça continue cette histoire de baguette puisque il y a le patrimoine culturel immatériel qui s'intéresse aussi à cette question de l'UNESCO et qui s'intéresse à cette question de la baguette de pain. Et donc, avec l'idée, le projet d'inscrire la baguette de tradition aussi dans le patrimoine culturel immatériel. Et puis, donc là, on voit par un tour de passe-passe, ce n'est pas la baguette de tradition, mais la baguette tout court, qui est inscrite au patrimoine culturel immatériel. Et En tout cas, ça prouve parfaitement le propos de votre livre, ce qui est que l'objet désigné comme traditionnel est en fait le plus moderne et le plus récent, à la fois dans son origine en tant qu'objet à manger, et puis dans la dénomination avec cette étiquette légale très récente, quelques décennies. Donc là, on est vraiment dans ce choc d'une modernité traditionnelle. Oui, tout à fait. Mais même la baguette, effectivement, la baguette traditionnelle telle qu'elle est instaurée en 1993, c'est en fait une baguette moderne. On ne va pas retrouver la baguette du début du XXe, mais on va mettre de nouvelles règles et des diverses interdictions.
troisième élément auquel j'ai pensé en lisant votre livre, Laurent Le Gall. À un moment, vous parlez des traditions de cours d'école et du caractère mystérieux d'une transmission de tradition qui ne se fait dans aucun manuel. À ma connaissance, aucun enfant n'a appris que le premier jour d'école, il fallait regarder au fond de son verre pour connaître son âge. Mais je pense que beaucoup ici, on l'a fait avec les verres Duralex, qui ont un petit numéro, qui est le numéro du moule a priori, et puis on dit voilà, j'ai 27 ans aujourd'hui. Alors comment ça marche, ces traditions enfantines? Comment on peut les approcher? Alors ça, c'est une sorte de mystère qui permet de contrebalancer l'idée qu'il y aurait une transmission. Alors, je vais faire référence ici à un livre remarquable donc d'Olivier Morin qui s'est interrogé sur la question des traditions enfantines. Il raconte que, grosso modo, quand on regarde des tableaux de Bruegel ou quand on lit Rabelais, Gargantua, on a déjà plein de jeux, des dizaines de jeux que l'on va retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire le cerceau, la bille, etc. Des anthropologues britanniques sont intéressés aux comptines et on voit que entre l'ère victorienne et les cours d'école des années 70, on raconte les mêmes comptines. Et donc la question c'est comment se fait-il que dans un groupe instable, puisque un enfant ça vit grosso modo 5, 6 ans, 7 ans entre l'école maternelle et l'école primaire, comment se fait-il que alors qu'il y a un renouvellement permanent du groupe social, parce que c'est quand même très très important de rappeler que les traditions, ça s'adosse à des groupes sociaux, comment se fait-il qu'avec ce renouvellement-là, il y ait des traditions qui puissent exister pendant, on va dire, 10, 20, 30, il va jusqu'à 50 générations. Et alors, ce que dit Olivier Morin, et c'est tout à fait passionnant, c'est que, au fond, c'est pas la transmission. Les enfants ne transmettent pas aux autres, ou les parents ne transmettent pas à leurs enfants des jeux qu'ils ont fait. Je pense que vous jouez pas aux billes avec vos enfants, ou si vous l'avez fait de façon résiduelle. Moi, je ne l'ai jamais fait. Bon. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a toujours des billes, et qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours Amstramgram, pique-pique et collégramme? En fait, ce que raconte Olivier Morin, c'est que les enfants, dans leur inventivité, multiplient les capacités de production culturelle. Et que c'est parce qu'ils multiplient les capacités de production culturelle qu'il y a des productions culturelles qui vont résister parce qu'elles sont les plus simples et les plus répétitives. Le Amstramgram, tout le monde est capable, on va dire, de le répéter. Le jeu de billes, c'est très très facile à imaginer. Et que donc, les traditions enfantines ne sont pas le lieu de la transmission de groupes sociaux vers d'autres groupes sociaux, d'une sorte de mémorialisation, on va dire, de pratiques qui sont des pratiques ludiques, mais elles existent quasiment structurellement parce que dans le champ des possibles des enfants, eh bien, la répétitivité fait partie de l'apprentissage et c'est pour cela que l'on joue aux billes et que vraisemblablement, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, on jouera aux billes et peut-être dira-t-on toujours Amstramgram, pique-pique et collégramme. Dernière question, mais une question pour laquelle il aurait peut-être fallu qu'on réserve le Quartz pour 3 jours parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Monique Thomas, vous êtes spécialiste de littérature bretonne. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la tradition bretonne et des traditions bretonnes, qui est quelque chose que vous rencontrez régulièrement dans votre travail, qui est décliné sur d'innombrables supports allant du sticker Triskel jusqu'à tel ou tel groupe musical ou pratique alimentaire, etc. Quel regard vous portez dessus depuis votre propre travail ? Alors oui, effectivement, c'est une grande question. Alors, ce qui est déjà, je pense ce qui me vient comme ça à l'esprit, c'est un peu le foisonnement de ces marqueurs traditionnels. Alors traditionnels dans tous les sens qu'on peut donner à ce terme-là, avec toujours cette idée de qu'est-ce qui est ancien, qu'est-ce que finalement et qu'est-ce qui est finalement très très moderne. Donc il y a le foisonnement de ces marqueurs et aussi aujourd'hui en fait comprendre pourquoi en 2025 ça reste ces éléments restent encore très prégnants et restent encore des éléments d'identification pour beaucoup de groupes sociaux. Je pense qu'on a parlé de tradition, en fait on a un peu, Laurent a parlé de culture, on pourrait aussi parler d'identité. Je pense que ça mériterait le même type d'ouvrage un petit peu pour permettre voilà, on est dans quelque chose d'assez comparable, la multiplicité des définitions possibles de ce terme d'identité. Donc disons que la mise en valeur de ce que l'on perçoit comme des traditions en Bretagne va avec aussi cette idée de mettre en valeur une identité bretonne. Alors j'utilise là toutes sortes de guillemets et ça permet aussi de réfléchir à l'utilisation politique qui peut être faite aujourd'hui de l'ensemble de ces marqueurs. Et là je pense notamment au travail d'un sociologue de notre laboratoire qui s'appelle André Rousseau qui a écrit un livre qui s'appelle « L'idéologie bretonne, de l'authenticité au nationalisme soft ».
et où il montre effectivement la manière dont on va convoquer l'authenticité, donc qui est derrière cette notion de tradition authentique, en tout genre, et puis comment on peut en avoir aussi un usage politique. Alors, on parlait d'un usage politique à droite. Il y a un usage politique à gauche aussi, tout à fait, qui est tout à fait évident en Bretagne, notamment ces rappels effectivement de la tradition, les traditions de la Bretagne et l'ouverture sur le monde. Enfin voilà, ça fait partie de tout un discours que André Rousseau a très très bien décrit autour de cette idée d'une Bretagne festive, avec toute cette idée d'une identité revendiquée, une identité festive de la Bretagne, et donc qui passe par à la fois par la politique et puis par aussi la presse quotidienne régionale qui vante aussi quotidiennement tout ce qui se fait en Bretagne sous comme ça cette idée du maintien, de la transmission des traditions et voilà, donc c'est aussi très très contemporain comme problématique. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le titre de l'ouvrage dans la collection Le mot est faible, Chana Moza, Tradition, donc Laurent Le Gall, Manaïk Thomas. Et on sera ravis de prendre des questions dans le public. S'il y en a, je pense que des gens pourront circuler avec les micros pour vous permettre de les poser. Moi, ma question, ce serait est-ce qu'on pourrait à peu près dater l'utilisation un peu comme un moyen de légitimation du mot tradition ? Parce qu'on peut se dire que, par exemple, si on reprend l'exemple de la baguette tradition, c'est celle qu'on va prendre presque automatiquement parce qu'elle serait presque plus légitime, je sais pas, elle aurait un truc en plus. Quand est-ce qu'on peut réussir à dater un peu cette utilisation de tradition comme quelque chose de meilleur, comme ayant quelque chose en plus ? Moi, je me risquais. Je pense que ce serait tout à fait intéressant de faire une chronologie de la sémantique afférente à l'idée de tradition. Je pense qu'à partir du moment où l'idée, par exemple, de tradition populaire remplace la notion de topographie, on va dire, dans les études savantes du début du XIXe siècle ou l'étude des mœurs, ça veut dire qu'on passe d'un basculement, on va dire, donc d'une sémantique qui est topographie sociale, mœurs, aux traditions populaires, avec une valorisation des traditions populaires. Alors, ça passe, c'est lié à quoi ? C'est lié, en fait, à la transformation de la société, ce que disait très bien Manaïk et puis ce que disait évidemment très bien Hobsbawm et Ranger, c'est que les traditions ont été inventées, en particulier en France, dans les années 1870-1914, parce qu'il y a de grandes transformations, donc on a besoin d'avoir une sorte de réassurance, de cap. Et donc, pour avoir une sorte de réassurance et de cap dans une société qui risque l'anomie, c'est la grande angoisse, une société de la complexification des catégories sociales, on a besoin d'enfermer donc dans une valeur, et la tradition populaire va devenir une valeur, pour reprendre le lexique de Nathalie Nick, une valeur cardinale. Donc moi je dirais qu'à partir des années, on va dire, de la seconde moitié du 19e siècle, ça va s'amplifier tout au long évidemment du 20e siècle, jusque dans les années 70 où le mot devient sulfureux pour les raisons que nous avons essayé d'expliquer tout à l'heure. Le terme de tradition est un terme sinon à la mode, du moins un terme qui est en adéquation avec ce que l'on attend, on va dire, d'une société qui est une société de la mobilité où la tradition permet de compenser. En fait, il y a un effet compensatoire de la tradition par rapport aux angoisses de la modernité. Je me permets juste de dire, on ne l'a pas fait pour cette séance, mais il serait sûrement possible d'utiliser des outils comme Gallicagram, qui sont des outils qui permettent de compter les occurrences des termes dans des corpus, notamment corpus de presse, pour repérer des associations de mots, repérer à quel moment tel mot devient plus utilisé ou pas. Enfin, voilà. C'est des outils aujourd'hui très accessibles, que tout le monde peut utiliser en tapant des mots et en jouant avec les modalités de recherche. Ça pourrait être intéressant. Et peut-être pour prolonger cette question, je me permets de demander s'il n'y a pas eu des formes de rejet explicite de la tradition. Je pense aux gens qui luttaient contre Charles X, je pense à la France du 1er 19e siècle. Est-ce que la tradition était déjà identifiée comme étant le camp de la réaction, ou est-ce que c'est pas du tout le vocabulaire qu'on emploie chez les républicains, les révolutionnaires qui luttent contre la permanence de l'Ancien Régime ? Là, je ne vais pas trop me hasarder parce que ce n'est pas, je risquerais de dire des bêtises, mais de façon un petit peu intuitive, pour connaître un petit peu cette partie du siècle, il n'y a pas encore véritablement de tradition républicaine pensée comme une tradition républicaine. Donc la tradition, c'est quand même le rapport à la réaction, et le rapport à la réaction, effectivement, c'est cette espèce d'internationale blanche qui se met en place dans la première moitié du 19e siècle, autour de figures qui apparaissent comme des figures répulsives du côté des républicains ou des libéraux, que sont évidemment Chambord, Charles X et toute la filiation.
matinée en plus de l'idée que cette tradition monarchique, c'est une tradition qui est monarchique et catholique. Et que dans la laïcisation de la société française, tradition, réaction et catholicisme vont de pair. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question. En fait, comme vous l'avez mentionné durant votre discussion, la tradition, c'est un phénomène collectif. En fait, elle a besoin d'être en fait entretenue à l'échelle d'une société. En fait, et on est dans des sociétés qui sont toujours marquées par les traditions, même si comme vous l'avez dit, décrites comme des sociétés modernes. Moi, j'aurais une question, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une période avec plusieurs faits marquants. Deux d'entre eux, c'est l'individualisation et l'atomisation des individus au sein de la société, et la désagrégation aussi des structures collectives qui pouvaient être porteuses de traditions. Je pense notamment aux partis ou aux syndicats, et au fait que désormais on est plus sur des mouvements qui agrègent des individus que des structures, que des choses qui soient un peu plus structurellement ancrées dans la société. Je vais vous demander ce que ces phénomènes produisent sur la notion de tradition. Est-ce que s'il continue à s'accentuer comme il s'accentue aujourd'hui, ce qu'il risque de produire dans les années qui viennent ou dans un futur proche? Moi, j'aurais tendance à vous répondre à partir d'un livre remarquable de Danielle Hervieux-Léger, qui est une grande sociologue de la religion, qui a écrit donc un ouvrage remarquable qui s'appelle « La religion pour mémoire ». Que dit Danielle Hervieux-Léger? Elle travaille sur la religion catholique au contemporain. Elle dit en fait la modernité, ça produit quoi? Ça produit de l'autonomie. Donc ça produit au fond ce que chacun aspire à être dans la société de la modernité politique, une sorte d'individualisation. C'est l'individualisation, c'est-à-dire je pense à partir de moi-même, etc. Or, ce que montre Danielle Hervieux-Léger, c'est que au fond, en produisant cette autonomie, on va dire, du citoyen, du croyant, etc., il y a un besoin tel de réassurance, parce qu'on est angoissé par ce risque d'anomie, de ne pas savoir où on se trouve, que ça crée d'une certaine manière, non pas de l'autonomie, mais ça crée de l'hétéronomie. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'agréger. Donc s'il y a des traditions qui meurent, il y en a d'autres qui arrivent. C'est un petit peu, si vous voulez, comme la religion. C'est-à-dire, on a pu pronostiquer la mort de la religion, mais on voit qu'il y a des formes de substitution. On voit que la spiritualité, alors il faut faire attention entre spiritualité et religion, mais le rapport qui est un rapport à l'indicible, au sacré, il perdure au fond. Donc, quelque part, l'individu contemporain ayant besoin dans son autonomie, dans son émancipation, de se rassurer par l'idéal d'un groupe, trouvera toujours le groupe pour produire d'une certaine manière un idéal, voire une idéologie qui le conforteront dans l'idée qu'il n'est pas complètement seul. Bonjour. J'ai deux questions en une. La première, c'est que je me demandais s'il y avait une connexion avec le romantisme du début du 19e siècle et l'apparition de ces préoccupations autour de la tradition. Et dans la même continuité, je me demande si la tradition n'a pas évolué, le mot, parallèlement avec le mot patrimoine aussi. Le romantisme. J'ai pas très bien compris la question sur le romantisme. Donc, est-ce qu'il y a une filiation entre le romantisme du début du 19e siècle, l'intérêt qu'on porte aux ruines au Moyen-Âge, et la tradition. Et les préoccupations qu'on a pu avoir sur la tradition. Ah oui, absolument. Il y a une adéquation totale entre le monde romantique, qui est un monde, on va dire, qui essaye de conspuer la raison. C'est quand même l'idée que le Moyen-Âge est un lieu d'une spiritualité que la raison critique, en particulier liée aux Lumières, a complètement asséché. Donc, tous les savoirs romantiques sont les savoirs qui sont le socle d'une tradition pensée comme une possibilité soit de rédemption pour, on va dire, des écrivains, des artistes, etc., soit comme une possibilité de connaissance des tréfonds du peuple pour un certain nombre d'érudits locaux qui vont produire ce qu'on va appeler la province antiquaire. Donc, que la période romantique soit, on va dire, le creuset d'un rapport nouveau à la tradition qui n'est pas juste une tradition dogmatique liée au droit ou à l'Église, cela est absolument certain. Et sur le patrimoine, Bénédicte, Je ne me lancerai pas sur le patrimoine, qui est aussi un domaine, je pense, très très large, et le phénomène de patrimonialisation. Mais je sais pas. Il faudra écrire un autre livre de la collection sur le patrimoine, si ce n'est pas déjà fait, parce que je pense que c'est partie des termes à questionner de ce point de vue-là. Bon, je crois qu'on va lever la séance. On vous remercie pour votre écoute, et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.
Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.